Bachelorary because Turkish Bachelorary is mostly bachelor's, master's, and PhD, and we have someone that has been like the first batch of those who were taken for Turkish Bachelorary, and he really masters the cohort and how to navigate it. We also have someone that we have like two persons for the MEC scholarship. So whatever the case, if this meeting is not very nice to you, it might be a little bit not nice to you, but it does not mean that these sessions that we have brought up under SFO is rubbish. So just stay tuned and please try. I'm not saying that it's going to just go easy, but please try not to leave without learning something because I know that time is the most important thing anybody can offer. So I'm offering you my time, and you are also offering SFO your time. Do not let it be a waste because I would have been doing other things. Mamadou would have been doing other things, but he's here. Um, Sandra would have been doing other things, maybe running some of her models. Michael will have been doing many other things than calling me and ensuring that I'm for the meeting. And even Joseph would have been doing everything, and the entire SFO team would have been doing anything. Mind you, everyone that is here is because we want to share opportunities and funding. It's not because we get paid. No one gets paid for doing this. So please take it lightly on us. And with your comments, we hope that the next sessions will be better. So maybe we'll move to Mamadou, and Mamadou might do a brief introduction because I'm sure there's little I know about Mamadou. I'm learning from him too, as you are today. Mamadou, Oui. Mamadou? Oui, vous pouvez parler soit en français ou en anglais, the most Euh, comfortable. oui, bon, je préfère parler plus en français qu'en anglais quand même. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en anglais si vous voulez quand même. Je vais Ok, essayer de vous répondre tant que possible. Mais je me sens plus à l'aise en français. Mais quand même, si vous avez des questions en anglais ou bien il y a des choses que je dis en français que vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter. Pas de ok, problème. ok, ok. Donc, pour le moment, c'est juste faire une introduction qui est Mamadou, plus que les autres. Parce que le plus important, c'est de savoir que toi, tu n'es pas un super humain. Oui, En général, quand il s'agit des scholarships, quand tu dis à quelqu'un que j'ai eu le scholarship, c'est plus comme si tu es super humain et que on ne doit pas regarder ça, on doit chercher notre part. L'autre, là, c'est pas notre niveau. C'est pour ça que c'est plus important qu'on connaît que tu es humain et que tu as grandi comme toutes les autres personnes. Tu as vu une opportunité, tu as bien préparé ton dossier et que tu as lancé, euh, on va dire par la grâce de Dieu, parce qu'il y a notre part, notre préparation et tout, mais il y a aussi la place de Dieu dans tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on commence d'abord par l'introduction, qui est Mamadou et comment son cursus scolaire avant d'être ici. Comme ça, on peut avoir un peu les petits secrets que toi, tu as utilisés pour arriver où tu es. Merci. Merci beaucoup, Pérez, pour cette invitation. Bon, je m'appelle Mamadou Ndiaye, je suis de nationalité sénégalaise. Bon, j'ai fait toutes mes études universitaires à l'étranger quand même. J'ai commencé mes études, j'ai eu mon baccalauréat en 2018 et je suis directement parti au Maroc. Bon, j'ai fait Fès, puis Marrakech et c'est à l'IM6 que j'ai rencontré Pérez. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie des matériaux et procédés à la faculté des sciences et techniques de Marrakech. Bon, j'ai passé comme Pérez le disait, mon PFE, mon internship à l'IM6P, l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et, et ça, j'ai eu l'opportunité, comme il vient de le dire, de faire l'Erasmus Mundus à Maz. C'est un master Advanced Material Science and Engineering. C'est-à-dire c'est dans le même domaine que mes études précédentes. J'ai commencé en France et maintenant je suis en Suède. Je suis à l'université de technologie de Luleå University Technology College, I think, c'est comme ça, pour ma deuxième année. Bon, en grosso modo, voici mon parcours universitaire. Bon, si vous avez des questions plus précises, je suis à votre disposition. Et si vous Il, voulez il qu'on vous discute, reste, il vous reste combien d'autres universités à visiter, à part les deux là? euh, bon, normalement, bon, je vais expliquer le fonctionnement du master après, mais Ok, bon, ok. non- normalement, je suis à l'université, je suis ici à Luleå.
Ça me reste mon dernier semestre. Ok. Je peux le faire en France si je veux. Je peux rester ici. Je peux le faire aussi en Allemagne. Bon, mais j'ai pas encore décidé, mais je pense que je vais le faire en France. J'hésite entre la France et rester ici en Suède. Mais Oui. bon, j'ai encore le temps parce qu'on doit donner notre réponse d'ici la fin de ce mois. Ok. Bon, Ok. Je avant de, pense Sandra va continuer. d'accord. Bon, avant d'aller dans tout, voilà, dans ce qui s'est passé après Erasmus, commençons depuis le départ. Alors, Mamadou est au Sénégal. Qu'est-ce qui fait en sorte que Mamadou, après son baccalauréat, décide d'aller au Maroc? Et pour faire quelles études? Quel est le choix à ce moment-là? Bon, moi, quand même, j'ai toujours eu une idée de faire mes études à l'étranger, avant même d'avoir mon baccalauréat. Bon, et quand je me préparais au bac, j'ai fait quelques concours parce que au Sénégal, je sais pas si c'est la même chose au Cameroun ou bien dans les autres pays ouest-africains. Mais quand on est dans notre dernière année de baccalauréat, on peut faire plusieurs concours. J'ai fait un concours pour une école qui s'appelle le PT. Je ne sais pas si vous connaissez l'école polytechnique de Thiès. C'est l'une des grandes écoles du Sénégal. J'ai été reçu à cette école, mais ils m'ont proposé qu'ils ont un partenariat avec l'université de Fès. Si je veux, je peux postuler pour aller là-bas avec une bourse offerte par l'État du Sénégal. J'en ai discuté avec, bien sûr, avec mes parents et j'ai trouvé que c'était une très bonne opportunité. Donc, j'y suis allé pour faire, c'était un diplôme d'ingénieur. Donc, j'ai commencé 2 ans comme des écoles prépa, mais c'est ce qu'ils appellent au Maroc DEST. Je ne sais pas si Pérez connaît DEST, diplôme d'études universitaires supérieures en sciences et technologies. J'ai fait 2 ans et après, j'ai switché pour aller à la faculté des sciences et techniques de Marrakech, par concours aussi. Donc, c'est là-bas que j'ai terminé mes 3 années de cycle d'ingénieur. Donc, c'est-à-dire, déjà, pourquoi le Maroc? Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas peut-être directement la France? Parce qu'après, tu es parti en France. Pourquoi le Maroc d'abord et ensuite la France? Pourquoi pas continuer effectivement au Sénégal? Et aussi, l'admission au Maroc était conditionnée par un concours ou par aussi, voilà, tu as juste postulé, c'était comme une bourse ou c'est toi qui as pris en charge toute ta scolarité là-bas. Ça s'est passé comment? Bon, c'est une très bonne question. Euh, Oui, c'était pas vraiment, c'était sur sélection de dossier, c'était pas vraiment un concours. C'est-à-dire que après le baccalauréat, tu peux postuler avant de faire le bac, mais ils vont attendre d'avoir les résultats du bac et selon ton classement et tes notes, ils vont choisir. Moi, j'avais 3 possibilités à l'époque. J'avais la faculté de médecine du Sénégal, mais la médecine, c'était pas vraiment mon truc. C'est pour cela que j'ai écarté cette option depuis le début. J'avais aussi une autre possibilité, c'était toujours la médecine, mais c'était en Russie et il fallait aussi perdre une année pour apprendre le russe. Donc, bon, euh, j'avais pas fait la préinscription pour la France, bon, parce que j'y avais pas pensé avant et j'ai voulu le faire après, mais c'était trop tard et je me suis dit, bon, comme c'est mon année de baccalauréat, je préfère me concentrer sur mes études que de me lancer sur cette procédure. Donc, j'avais la possibilité de soit d'aller à cette école, comme je le disais, l'école polytechnique de Thiès, ou bien d'accepter cette bourse. Et bon, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et aussi, à l'époque, je n'avais aucune idée sur le Maroc, pour dire la vérité. J'étais au Sénégal, je connaissais que le Sénégal. Je connaissais les pays voisins, bon, de nom aussi, mais quand même pour moi, le Maroc, c'était une autre monde. Donc, c'était aussi l'adrénaline de découvrir une nouvelle culture, de découvrir de nouvelles personnes, parce qu'aujourd'hui, quand même, je peux dire que j'ai plus d'amis marocains que sénégalais, parce que j'ai passé 5 ans. Donc, bon, bon, et aussi, ça a été vraiment au-delà de mon expérience universitaire, ça a été vraiment une très belle expérience. Quand même, de vis années rencontres, surtout à l'IM6P, mais 6 mois là-bas, c'était vraiment extraordinaire. Comme je le dis, l'université Mohamed VI, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment l'Afrique en miniature. Perez pourra le confirmer, c'est vraiment cool. Tu rencontres tout le monde et tu rencontres toutes les cultures, tu rencontres des personnes formidables. Et bon, hum, en ce qui concerne mes 5 années au Maroc, ça a été vraiment une très belle expérience. Je ne regrette pas d'avoir pris ce choix. Et je pense aussi que ce choix,
c'est grâce à ce choix que j'ai pu être accepté aussi au Master Amas parce que ça a donné un plus à ma candidature, je dirais. D'accord. Donc, étant maintenant au Maroc, alors qu'est-ce qui se passe pour que tu postules pour la France? C'était, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Est-ce que c'est durant ton processus au Maroc que t'es venu l'idée de, OK, voilà, je vais postuler pour la France. Ah, pourquoi la France déjà? Parce qu'après, tu peux aussi postuler pour, je sais pas quoi, peut-être pour l'Italie, L'Allemagne. l'Allemagne, bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe donc entre la transition Maroc-France? Oui, dans ton introduction, tu as parlé, tu as dit que c'est l'information qui est la chose la plus importante. Et je te le confirme vraiment parce que moi, le master Erasmus que j'ai fait, je ne le connaissais même pas. Ça n'avais jamais entendu parler. C'est à mon arrivée à ma troisième année, c'est-à-dire ma première année d'école d'ingénieur au Maroc, non pas à Fès, à Marrakech, que j'ai rencontré un Malien qui a fait le même master que moi. Comme on était les deux seuls noirs, entre guillemets, dans cette à l'époque. C'est une réalité, frère. Oui, quand même, quand il m'a vu, lui, il était déjà accepté, il était dans sa dernière année, il allait partir. Et il m'a dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Il m'a tout expliqué sur. Et quand on t'explique la chose, parce que moi, avant, j'entendais Erasmus, je pensais que c'était quelque chose. Mais quand il m'a expliqué, j'ai dit, waouh, ça. Et aussi, donc, j'ai eu 2 ans pour me préparer. Donc, vous voyez, j'ai eu l'information très tôt. J'ai eu 2 ans pour me préparer mes documents, ajuster mes notes. C'est-à-dire que quand je savais que ça n'allait pas, je me donnais à fond pour avoir de bonnes notes et pour OK. avoir l'opportunité d'être sélectionné. Parce que quand tu as un objectif, tu le sais, quand tu fais un cours, quand tu vois que ça ne va pas, tu te dis, waouh, là, je dois avoir une très bonne note parce que j'ai cet objectif en vue. Donc, bon, comme Sandra l'a dit, l'information est très importante. Parce que ces genres de choses, même si tu es très intelligent, pour être pris, il faut vraiment être préparé. Parce que il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui veulent postuler et les places, il n'y en a pas beaucoup. Parce que nous, si je donne un exemple, nous sommes 32 à faire ce master dans 6 universités différentes. Donc, en grosso modo, si on divise 6 par 32, je sais pas, ça fera 4 par université, je pense. Si je me trompe, bon, je suis très nul en mathématiques quand même. Hmm, Non, tu n'es pas nul en mathématiques, ne nous dis pas ça. oui, bon, Toi, tu fais l'ingénierie très difficile à Erasmus. bon, et aussi, il y a plusieurs nationalités. Et ils essayent d'équilibrer entre les continents parce que nous, il y a autant d'Africains que de Sud-Africains, par exemple, ou bien de Nord-Africains. Par exemple, dans ce master, il y a 3 Américains. Et aussi, tu rencontres des gens. Moi, je ne connaissais même pas l'Azerbaïdjan, ça existe. Quand j'étais en Allemagne, j'étais dans la même centre qu'un Azerbaïdjanais. Moi, je me réveillais le matin, il me donnait des gâteaux, il me dit ça vient de chez moi. Donc, au-delà même des études, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu rencontres des Népalais qui te parlent le mont Everest, j'ai jamais vu une personne qui te montre des photos qui te dit, moi, je suis monté jusqu'en haut. Et c'est vraiment très cool quand même, mais ça demande beaucoup de préparation quand même. Il faut avoir les informations, se préparer et, et quand même, faut pas négliger vos notes. Faut pas négliger vos notes. Faut toujours essayer d'avoir de très bonnes notes. Ça aide beaucoup, beaucoup. OK, donc, allons maintenant le sujet. What is Erasmus Scholarship? C'est quoi Erasmus? Hmm. Pourquoi ce nom? D'où ça vient? Comment ça a été mis en place et tout? Évidemment, tu sais que tu te sens à l'aise d'expliquer en anglais, ce serait aussi intéressant. Mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Pérez va nous faire un bref résumé après ton explication. Bon, je vais le faire en français et Thérèse va vous faire le résumé. Euh, Erasmus, c'est une bourse offerte par... Okay, so he just basically he will explain how what is his, Erasmus scholarship. He will explain in French, no problem. Perez after that he will make a Oui. of Yeah. that. Yeah, so don't worry, not don't leave the meeting. So yeah, now you have a floor. Vas-y. Pour les non-francophones, vraiment, je suis désolé. Peut-être une prochaine fois, parce que je ne m'étais pas vraiment préparé. Je comprends quand même, je me débrouille un peu en anglais quand même, parce que ici, on fait les cours en anglais. Mais peut-être une autre fois. Et D'accord. désolé.
Non, sans problème. Pérez va nous résumer ton explication, évidemment. Vas-y. Erasmus, c'est une bourse offerte par l'Union européenne. Il y a deux types d'Erasmus. Il y a ce que l'on appelle l'Erasmus Plus et l'Erasmus Mundus. Moi, je fais l'Erasmus Mundus. C'est quoi la différence? Je ne sais pas vraiment la différence spécifique, mais quand même, l'Erasmus Mundus, c'est plus des Erasmus de longue durée. C'est-à-dire, ça peut aller de 2 ans à 3 ans. Alors que l'Erasmus Plus, la plupart du temps, c'est une année. Ou bien, si tu veux faire un stage en Europe, quand tu es par exemple au Maroc, tu veux faire un stage, tu veux faire ton stage PFE, ton internship ici, tu peux demander un Erasmus+. Et si c'est disponible, ils vont te l'offrir. Moi aussi, dans cet Erasmus Mundus, il y a aussi des cas spécifiques parce que moi, tu postules pour un master directement et cette master, tu as directement la bourse, les scholarships dedans. Alors qu'il y a d'autres Erasmus+, tu demandes l'Erasmus+, et tu cherches ton master à côté. Donc, ça veut dire que tu auras comment dire, deux procédures en même temps, ce qui peut être très compliqué aussi. En grosso modo, c'est ça. C'est un bourse offert par l'Union européenne. Il n'y a pas de pays spécifique. Tu choisis le pays où tu veux étudier, tu postules, et si tu es accepté, euh, c'est c'est une très belle initiative, bon, je trouve, pour ma part, parce que ça te permet de voyager entre différents pays sans problème. Et, bon, en Et, grosso modo, c'est ça. et quels sont les pays qui sont justement en partenariat avec Erasmus? Parce que comme tu dis, tu postules pour Erasmus, après maintenant tu dois faire Je, je tu traduis dois... un peu. Oui, oui, voilà. Yes. So Perez will just, okay, translate, So Perez. Mamadou just explained that there are two types of Erasmus. Normally, even me, I thought Erasmus is Erasmus, but he just said there are two types of Erasmus. There is Erasmus Mundus, which is the long stay from 2 to 3 years, and then there is Erasmus Plus. Erasmus Plus is a short stay. Like if you need an internship, maybe in another country, and you're a master student or maybe some PhD that generally go for internship, you might apply for Erasmus Plus, and they're going to give you support so that you can you can stay in a comfortable environment to do your research. I think that's the resume. Yeah, okay. Thank C'est you, ça. Perez. So now, ok, d'accord. Maintenant, comment on fait le choix, enfin, comment tu as fait le choix des différents pays que tu, enfin, pourquoi choisir par exemple la France, pourquoi choisir l'Espagne ou l'Italie pour un autre étudiant? Donc, quel a été le choix en fait de du pays après la bourse Erasmus? Qu'est-ce qui a Euh, motivé ton choix? oui, le choix aussi est motivé par les langues que tu parles. Parce que bon, quand tu choisis l'Espagne, il faut être très bon en espagnol. Si tu choisis l'Allemagne, il faut pouvoir t'exprimer en allemand. Mais aussi, par exemple, en Suède, tu n'as pas besoin de parler de suédois parce qu'ils étudient en anglais. Donc, c'est pour cela la langue à laquelle vous devez donner le plus d'importance, c'est l'anglais. Vraiment, si vous avez votre langue, même en France, il y a des universités qui donnent les cours en anglais. Je ne sais pas si vous le savez, si vous faites Erasmus. Parce que moi, quand j'étais à Nancy, l'année passée, j'ai rencontré des étudiants qui faisaient Erasmus. Euh, ils ont choisi la France, mais les cours, c'était en anglais. Donc, quand même, il faut vraiment essayer de donner de la priorité à l'anglais parce que d'abord, c'est une langue internationale qui est parlée dans plusieurs pays. Pour le Master Amas, c'est la principale caractéristique, c'est les langues. Parce que bon, en français, parce que comme j'ai dit, bon, je vais un peu essayer d'expliquer si le Master Amas. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui font la science des matériaux, même ceux qui font en génie des mécaniques, c'est la même chose. Vous pouvez postuler à ce master sans problème. Le master Amas, il y a 6 universités dedans. Il y a l'université de Lorraine en France, il y a l'université de Saarland en Allemagne, il y a l'université de Padova en Italie, mais l'université de Padova en Italie, les cours se font en anglais. Donc, vous n'avez pas besoin de parler italien pour y aller. Il y a l'université de Luleå en Suède qui est aussi en anglais. Il y a l'université de Montauban. Montauban, c'est la deuxième plus grande ville d'Autriche. Donc, c'est en Autriche. C'est toujours dans l'Union européenne. C'est en anglais aussi. Donc, vous avez 3 universités où les cours se font en anglais et 3 autres universités où les cours en France, ça se fait en français, en Allemagne, ça se fait en allemand, et en Espagne, ça se fait en espagnol. Pour l'Erasmus Mundus Amas, tu dois choisir 2 universités de 2 langues différentes. Donc, tu ne peux pas choisir l'Italie et la Suède.
parce que les deux, ça parle anglais. Donc, tu es obligé de choisir. C'est pour cela, moi, j'ai commencé en France, parce que j'ai fait mon éducation en France et depuis mon enfance, j'ai continué. Donc, c'était très facile pour moi de faire ma première année en français. Ça va me permettre aussi, hum, parce que j'avais les bases et j'aurais pas besoin de me soucier de la langue pour ma première année. J'aurais du temps pour améliorer mon anglais parce que quand même, pour dire vrai, quand j'avais postulé, j'avais un bon niveau. Je dirais pas bon, un assez bon niveau en anglais. Maintenant, quand même, ça m'a permis d'améliorer grandement mon anglais. Hum, donc, tu es obligé de choisir deux universités différentes. J'ai envoyé le lien à Perez. Je ne sais pas s'il l'a partagé avec vous pour pouvoir postuler. Aussi, j'ai posé la question. Bon, ils m'ont dit que cette année, ils ne donnent pas directement la bourse. C'est-à-dire que si Ok. tu postules au master, tu es obligé de postuler aussi au scholarship de côté. Parce que tous les 5 ans, l'Union européenne, la Commission doit renouveler le scholarship. Et c'est tombé cette année, malheureusement. Donc, cette année, c'est une année de césure. Donc, il n'y a pas de bourse cette année. Mhm. Il n'y a pas de bourse directement. Il y a une Oui. bourse, mais pas directement offerte par le master. Tu vas faire deux procédures différentes. Ce que je disais, tu vas faire deux procédures différentes. Tu vas postuler au master et tu vas postuler à la bourse. Mais je pense que l'année prochaine, ça sera On va autre renouveler, chose. quoi. Oui, l'année prochaine, tu postules directement. Bon, as-tu besoin de manière fluente l'espagnol? Non, si tu choisis l'espagnol comme ta deuxième université, non. Tu peux même ne pas avoir des connaissances de base en espagnol. Juste, il faut être motivé et expliquer pourquoi tu veux aller en Espagne. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que moi, j'ai un ami et il vient aussi du Maroc. Bon, c'était un Marocain. On est venu ici ensemble. Lui, il est maintenant en Espagne. Et quand il a postulé, il avait zéro connaissance en espagnol, mais il a expliqué que il va prendre des cours et qu'il est prêt à s'améliorer et que ça fait partie de son, comment dire, de son procès professionnel d'aller en Espagne et de continuer ses études là-bas. Et il a été accepté. Et pendant l'année passée, il a commencé à faire des cours en espagnol et il fait là-bas. Donc, pour ta deuxième langue, c'est pas vraiment très important, mais il faut essayer d'avoir des notions de base. Parce que pendant ta première année universitaire, tu auras des cours pour ta deuxième. Et aussi, ta deuxième année, ils ne vont pas vraiment, ils vont plus axer cela sur, comment dire, sur la langue, parce qu'ils savent que c'est pas, le master en maths, c'est fait pour que tu puisses avoir à la fois des connaissances scientifiques dans le domaine des matériaux, mais aussi des connaissances linguistiques, pour que tu deviennes, comme il l'a dit, pour devenir fluent à l'avenir. Parce que si tu parles anglais, si tu parles espagnol, en même temps, tu peux directement postuler pour aller en Espagne. Tu n'as pas besoin de passer pour faire des pays différents. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je pense que ce que tu viens de dire, est-ce que c'est aussi une stratégie quand on est en train d'écrire le motivation letter? Parce que tu dois indiquer. Il dit le motivation letter, la lettre de motivation. Quand nous sommes en Ah train oui. d'écrire, est-ce que c'est une stratégie pour dire, OK, je préfère telle université par rapport à ça, à ça, à ça. Je suis compétent en ça, en ça, en ça, qui veut dire que je suis le bon candidat pour être dans la position et tout ça. Si tu vois le lien que je t'ai envoyé, si tu commences à faire apply, il y a une partie où ils vont te donner différentes langues. Ils vont te demander de choisir. Par exemple, en français, tu peux mettre, comme tu viens du... Je ne sais pas si c'est la même chose, parce qu'au Sénégal, si tu mets mother language en français, ils vont considérer que c'est ta langue maternelle, même si ça ne l'est pas. Comme c'est un pays dont l'éducation se fait en français, je ne sais pas si c'est la même chose au Cameroun, parce que vous avez deux langues. Donc, Oui, tu le oui. mets. Et en deuxième langue, tu dis, tu mets bien ou bien assez bien, parce qu'il y a plusieurs catégories. Et après, dans ta lettre de motivation, tu vas expliquer. Tu vas expliquer ton niveau et comment tu vas faire avant de commencer ta deuxième année, parce que tu dois leur montrer que tu peux t'améliorer d'ici là. Parce que quand même, c'est un master qui demande de l'exigence. Ils ont toujours eu 100% de réussite. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne faire citer leur résultat, quand même. Même s'ils offrent les bourses, c'est comme ça. Moi, je me souviens quand j'avais écrit ma lettre, je prenais des cours en anglais. Je prenais des cours, j'ai écrit que je prenais des cours en anglais avec ceci, cela, et comment je fais pour améliorer mon anglais d'ici ma deuxième année. Et pourquoi j'ai choisi aussi la Suède? Parce que bon, il faut donner des motivations. Pourquoi la Suède à l'Allemagne? Et aussi, il y a une différence, c'est que
chaque pays donne les cours qu'il veut. C'est-à-dire que tu choisis, je vais parler un peu des sciences des matériaux. Il y a plusieurs. Bon, quand on dit sciences des matériaux, c'est un peu vague. Par exemple, les polymères, c'est très différent des métaux. C'est-à-dire, apprendre les métaux, c'est pas la même chose qu'apprendre les plastiques. En grosso modo, apprendre le textile, c'est pas la même chose qu'apprendre, je dirais, par exemple, l'aérospatial. Donc, en fonction de ça aussi, tu pourras choisir tes universités. Parce que dans le site, chaque université offre quelque chose, offre des cours que l'autre n'offre pas. Donc, aussi, ça entre en jeu. Il faut aussi essayer de l'expliquer dans ta lettre. Bon, je ne sais pas si tous les masters Erasmus, c'est comme ça, mais le master Amas, en grosso modo, comme ça. Il y a Ok. une question qui a posé aussi. Avant de Un continuer peu. rapidement, Pérez va un petit peu résumer pour nos amis Ah oui. voilà, langue anglaise. Okay, for those who are English speakers, what Mamadou just explained is one, he explained he's an ambassador of his program, of course. So he explained that in his program, material science program, this year, it's like Erasmus scholarship. There are over 100, there's a catalog of 150 scholarships from the last I checked. And these 150 scholarships are sponsored per period. If you applied within the frame that the European Union is offering the scholarship, you are applying directly for the program and for the scholarship. But if you apply during the program like this year, that is they earn because it has a start and end date. For a mass program, this year is the end date. It means that any scholar that gets in needs to apply for two things. They apply first for the program, and then there is a possibility of applying for scholarship. So you are not applying for one. So probably if you do not want the stress, you can simply go for a program that is within the frames and you apply for one thing that means two things. The next thing he explained is Erasmus scholarships, mostly you have to move across countries. You do not study only in one country. And you need to justify that. I think he responded to this question. So the next question he responded to is how to choose the countries or the universities that you want to go to. There are two things. One, there's Erasmus recommendation is you need to choose two places where they speak two different languages. And in that light, if you are from a country that speaks only English, obviously your first choice is going to be English, and then you choose another language that you are not too good, but you are trying, or you are taking some language courses to ameliorate just to boost your application because it's really competitive. In their program, for example, in their year, it's last year, I think, they took only 32 persons from all over the world, from all the 5 continents, and they are very strict on bringing that balance between parts of the continent. Like for Africans, you have maybe 2 or 3 Africans, and then the other Asia, Latin America, Middle East. You are going to see that versatility and that mixture. Then the last one, I think he was talking about the courses that are offered by each university. Some universities, for example, his program is on material science, but there are various types of materials. And as such, depending on your motivations for taking a material science program, you might choose one university over another. And it also goes directly to your motivation letter. It makes the jury believe that, okay, you know what you are saying. It's not just you applying, but you knowing what you are saying. And then I'll just go one step behind to again highlight what he said. He said, having information the right time, it's the key. And once you have information the right time, what you do is that you start working like a man on a mission. Like for him, he had it like 2 years before. Now he was working on his grades because he knows that if they evaluate your grades, you're competing with other persons. If your grade is poor, they just drop your application. No matter how skilled you are, it's like that's your passport. If you do not have your passport, you're not going to any other country, no matter how much skill you have within you. So, in resume, that is what he said. And Okay. for the question, I think someone asked a question about TOEFL. I think it depends on the program too. Some universities are tough. Some universities will require TOEFL. I mean, I have had experiences with Erasmus. I had an experience with Erasmus, but I didn't have the scholarship, so I closed that chapter. But I know that universities vary. Some take TOEFL, some take IELTS, some do not.
So Erasmus is really the funder. And I think someone was asking a question about Erasmus Mundus, applying for Erasmus Mundus and the two Erasmus at Yeah, once. Erasmus Mundo and Erasmus Plus, if you can apply for both of them in the same At time. once. Yeah, at the same time. I don't know. Okay. So you have Okay. to choose. Basically, you have to That's, choose. Si on peut postuler aux deux en même temps, really, I don't know. J'ai pas. Moi, j'ai postulé juste. Bon, de un, j'avais postulé que pour une seule parce que je m'étais vraiment préparé pour ça, pour celui-là. Vous avez eu le temps, j'ai eu des informations là-dessus. J'avais postulé que pour un seul. Mais je pense qu'il est possible de postuler à plusieurs. Mais bon, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Another person asked also if you can apply to Erasmus for the PhD and not the masters. Is it possible to got Erasmus scholarship, but for PhD, not for masters? Erasmus, Any idea about? oui, oui, j'ai compris. Bon, je ne pense pas que ça soit Erasmus, mais tu peux postuler bien sûr parce que les PhD, il y a des, comment dire encore, il y a des budgets pour ça. Mhm. Chaque PhD a son propre budget. Donc, je ne pense pas que tu aies besoin de passer par Erasmus. Je pense que c'est directement par le projet si ça t'intéresse pour le PhD. Je ne suis pas sûr, mais parce que c'est différent. Un master, c'est quelque chose qui est encadré où tu dois faire des cours, alors qu'un PhD, tu as un projet, tu as des résultats à fournir et tu as des encadrants. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était un entretien d'embauche entre une personne et son encadrant. Je ne oui. pense pas. L'Union européenne peut offrir, comment dire The encore, PhD. peut offrir l'argent pour faire ce PhD, mais c'est pas à un ce n'est pas à un Erasmus de l'avoir. C'est juste connaître l'information, savoir que ça existe et postuler. OK. Okay. Euh, Okay. un, un cas très simple. OK. Prenons un étudiant, par exemple, qui est au Sénégal. Il veut postuler pour Erasmus, mais il ne veut pas aller en France. Il veut peut-être aller, disons, en Allemagne. Il choisit, bon, pour première année, Allemagne. Est-ce qu'il a besoin du TOEFL ou le ICE ou alors peut-être le DAF? Bon, le DAF, c'est l'équivalent de tout ce qui est cité là, mais plutôt en Allemagne. De quoi il a besoin? Ou alors il n'a besoin de rien. Et, sachant qu'il est au Sénégal, il ne parle qu'en français, qu'est-ce qu'il fait? Non, il a besoin d'avoir des documents qui prouvent qu'il a un très bon niveau en anglais quand même. En allemand, bien sûr. Parce que quand tu es sénégalais, si tu veux postuler pour la France, ils vont te dire que, bon, tu as fait tes études universitaires en français. Juste, tu auras un entretien avec un professeur en France, bon, le professeur qui s'occupe du master, et il va jauger ton niveau. Et après, il va dire que ce gars-là, il a un bon niveau en français ou pas. Donc, bon, ils vont rejeter ta candidature ou pas. Mais si tu veux faire en allemand, tu dois vraiment avoir des preuves. Si tu dois faire le Goethe, je pense que c'est le Goethe en Allemagne. Oui, ça, L'équivalent du Data plutôt, Institute. c'est le yeah. Goethe, oui. Tu dois avoir un Goethe au minimum B2 pour Oui. pouvoir, ouais, minimum B2. Que ça soit en français, en anglais ou bien en allemand, il n'y a que l'université de Suède, si tu veux commencer ici pour la maths, que tu dois avoir un niveau C2. Mais si tu veux postuler en Italie ou bien à Leuven comme anglais, ta langue principale, c'est-à-dire tu veux commencer dans ces deux universités, un niveau B2, ça suffit largement. Tu es dans les personnes admissibles, comme on dit. Donc, B2, Minimum si tu n'as requirement. pas. Ouais, tu peux postuler. En France aussi, c'est la même chose. Tu dois avoir un B2 en DELF pour pouvoir, si tu n'es pas dans un pays francophone. Par exemple, les Marocains, eux, ils ont besoin d'avoir un diplôme. Je ne sais pas si tu comprends. À l'université, ils parlent français, mais ils ne sont pas considérés comme un pays qui a une langue officielle Francophone. comme le français. Oui, c'est arabe. Oui. Par exemple, moi, j'ai une amie avec qui je fais le même programme, on est ici en Suède, mais elle, moi, quand je postulais directement, j'ai mis dans le site que le français, c'est ma major language parce que je viens du Sénégal. Mais elle, Voilà. elle a voulu le mettre. Et le site, quand tu mets, parce qu'il y a une concordance, tu mets le Maroc, tu mets major language français, le site va Le te site dire non. connaît. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il ne va pas reconnaître, il ne va pas accepter. Donc, il a dit, il n'a pas fait, lui, il n'a pas fait direct, il n'a pas fait le DELF, il n'a pas passé l'examen, mais il a dû passer un test parce que dans les universités marocaines, tu peux passer un test avec le professeur de français. Tu passes un test qu'il fait sur mesure, bon,
Quand tu connais comment sont les Marocains, tu le passes, ils te le donnent directement, même si tu n'es pas à un bon niveau. Attestation, une attestation de français, quoi. C'est comme une attestation qui prouve que tu as un très bon niveau. Il l'a fait, il l'a eu. Et après aussi, il a fait un entretien comme moi, un entretien pour évaluer son niveau en français. Bon, il avait un bon Et niveau et ça aussi, va. il y a aussi la même chose au Cameroun. Par exemple, ceux qui ont étudié dans les universités anglophones, il y a un document qui s'appelle Attestation of English Proficiency. Quand tu as le document là, il y a des universités qui acceptent que tu peux postuler sans toutefois faire le IELTS, le TOEFL. Et il y a aussi possibilité d'écrire à l'université pour expliquer parce qu'il y a parfois, tu postules et qu'on ne connaît pas que ton pays parle anglais ou que tu as étudié dans une université qui parle anglais. Par exemple, tu peux être au Sénégal, mais il y a une nouvelle université qui enseigne seulement en anglais. Du coup, oui, tu es sénégalais, tu es tout, mais tu parles bien Non, anglais, tu dois les c'est pas expliquer ça. que c'est ça. C'est-à-dire que si tu es sénégalais, tu veux postuler pour la Suède pour commencer, ils vont te demander le diplôme. Même si tu parles le meilleur anglais au monde. Ça, c'est pas le... Parce qu'il y a aussi une chose que nous, on ne connaît pas dans la mentalité des Européens. Eux, ils donnent trop d'importance au diplôme, au document. Parce qu'en Afrique, quand tu dis que j'ai ce document-là, ils vont te dire, pas, ça sert à rien, tu n'as pas les connaissances. Mais eux, les connaissances, ça vient après. Tu dois leur montrer que tu dois montrer un document qui montre cela d'abord. Au C'est-à-dire, passeport. le document d'abord, et puis on discute. C'est toujours comme ça. Tu montres, et après on discute. Tu ne vas pas venir dire oui, je suis bon en anglais, je vais faire le test après. Non, non, tu le fais d'abord et tu viens, on discute. Et c'est comme ça qu'il fonctionne la plupart du temps. Ok, Voilà. Sandra, je pense que la prochaine question. Maintenant, entrons donc dans la bourse Erasmus. Donc, je veux postuler à Erasmus. Donc, on a déjà eu l'idée générale, l'overview de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour postuler à cette bourse? Je vais dire, lorsque on va cliquer sur le lien que tu nous as partagé, on va partager avec vous également ça plus tard. Je suis devant mon application. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont les critères d'éligibilité? Qu'est-ce qu'il faut fournir comme étant, comme document? Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Et comment s'organiser et sur quelle période, évidemment, je dois préparer tout cela pour pouvoir bien mener mon application. Et s'il y a les lettres de motivation et les lettres de recommandation, comment je m'organise, comment je contacte les professeurs. Dis-nous tout. Bon, la période, ça a déjà commencé, je pense. Et je pense que ça va jusqu'à... Si tu veux commencer tes études universitaires en Suède, ça ferme plus tôt. Je pense que c'est jusqu'au 15 février, quand j'avais postulé. Je ne sais pas s'ils ont changé les dates. Il se peut qu'ils ont changé entre-temps. Mais normalement, c'est jusqu'au 15 février si tu veux commencer ta première université en Suède. Et pour les autres, ça peut aller jusqu'au 15 mars. Pour nous, c'était comme ça. Bon, maintenant, je ne sais pas. Pour les documents, il te faut tes notes, c'est-à-dire transcript of record, et tu vas voir ainsi, il te faut toutes tes notes universitaires, de ta première année jusqu'à l'année où tu es, jusqu'à ton année personnelle. Tu mets ça dans un même PDF, c'est ce qu'ils recommandent, et tu uploads ce document. Il te faut tes documents de langue, bien sûr, ta première langue, pour montrer que si tu es dans un pays francophone, tu mets juste ton baccalauréat. Si tu as le diplôme du bac, tu le mets à la place du transcript of record. Tu as besoin aussi de, comment dire, de ta deuxième université, comme Perez l'a dit, tu peux aller demander ça au prof que tu as fait des cours, par exemple, en français, que tu as un bon niveau, tu l'uploads aussi. Et tu as besoin de deux lettres de recommandation de deux professeurs différents. Et ça, bon, ça aussi, ça peut, il faut faire le suivi parce que des fois, ils envoient, parce que tu mets le nom des deux professeurs, tu mets leur adresse mail, ils envoient directement le lien pour uploader les lettres de recommandation à tes professeurs. Donc, il faut faire le suivi avec tes professeurs. C'est pas dire à mon prof, Hum, professeur, je veux que vous me donniez une lettre de recommandation et rester chez toi les bras croisés. Il peut recevoir le mail sur ses spams. Lui, c'est pas sa faute compris. Toi, tu dis que oui, j'ai donné au prof. Et après, tu viens, tu dis non, j'ai pas été accepté parce qu'un prof tel ne m'a pas donné une lettre de recommandation, alors que lui, il n'a pas vu. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si Et ils sont tu... très stricts. Oui, Ils parce sont qu'ils ont stricts. besoin des lettres. Sinon, ta candidature ne va même pas passer. C'est-à-dire, sur le site, la candidature ne va même pas passer à l'étape suivante. Donc, tu as besoin de deux lettres de motivation, des lettres de langue, de tes notes, je pense. Aussi, il y a d'autres diplômes divers. Il y a une partie où c'est mis divers. Si tu as, par exemple, comme vous avez créé une association pour aider les autres étudiants, si tu as un diplôme de recommandation, pas de recommandation, comment on appelle ça encore? De, comment je peux dire?
c'est-à-dire que qui atteste que tu fais partie de cette association, que ces genres de diplômes, c'est-à-dire des diplômes honorifiques, et que Oui. tu penses que Comme ça les peut t'aider. Oui, certifications ou les memberships. oui. C'est-à-dire que oui, quand tu es membre ou bien tu as un diplôme honorifique. Par exemple, moi, j'étais membre de la Croix-Rouge sénégalaise, j'ai applaudé. OK. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider. J'ai mis Mhm. que je Oui, suis membre additional de. documents. Oui, ils OK. avaient un diplôme parce que j'ai fait la formation de volontaire pour être dans la Croix sénégalaise. J'avais mon diplôme de bénévole, je l'ai uploadé sans problème. Si vous avez ces genres de diplômes, il y a une partie divers, tu mets ça là-bas. Ça peut aussi pousser ta candidature pour dire que cette personne, il est engagé sur des choses qui peuvent. Je pense que c'est ça, si je me souviens bien. Euh, je Sup- pense que c'est ça, oui. Supposons que Pérez et moi, on postule avec la même démarche que tu nous as expliqué. Qu'est-ce qui Oui. fait en sorte que je vais me débarquer? Qu'est-ce qui peut me permettre de me débarquer, de me démarquer, par exemple, de Pérez? Ou qu'est-ce qui va permettre que Pérez se démarque de moi? Donc, je veux maintenant que tu nous demandes, donnes les conseils pour maximiser les chances de réussite. Tu as souligné un point important, c'est-à-dire les divers. C'est-à-dire, il y aura une partie où on va demander d'importer un document qui est important. Ça peut être, par exemple, que tu es membre d'une association, par exemple, ça peut être que tu as fait du bénévolat, ça peut être, par exemple, que tu as fait des certifications, ça peut être, par exemple, que tu as participé à des conférences, des workshops, etc. Ça peut aider. Donc, en plus de ça, qu'est-ce qui va faire la différence entre mon application et l'application de quelqu'un d'autre? Oui, comme tu l'as dit, à valeur égale, c'est-à-dire que vous avez des notes semblables. Vous avez fait, par exemple, moi, quand on avait postulé dans ma formation, on était cinq à postuler. Donc, on avait aussi des notes relativement similaires. On avait des notes relativement similaires. Juste, bon, pour moi, comme j'étais dans un pays francophone, je pense aussi que ça m'a aidé pendant l'entretien avec le professeur. Bon, il s'est dit que celui-là, il a peut-être, parce que les autres, ils ont des documents et moi, je n'avais pas besoin de ça. Ça peut aider. Et aussi les divers, comme tu l'as dit, ça aide beaucoup. C'est-à-dire que, surtout maintenant en Europe, ils donnent beaucoup, ce qu'ils appellent les soft skills. C'est pas bon, les soft skills. C'est-à-dire que les soft skills, comment je peux traduire ça en français? C'est les connaissances soft. Bon, c'est des connaissances de base. C'est-à-dire, il y a même des gens qui mettaient, je suis chanteur. Moi, j'ai un ami, il m'a dit que lui, ça lui a aidé. Il a mis qu'il était chanteur. Il a mis dans le lien, il a mis un lien qui mettait quelques chansons qu'il avait mis sur YouTube. Et il y a un prof qui nous a parlé de ça le jour de notre. Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle une integration week. On a une semaine où on se rencontre en Allemagne, on reste tous là-bas. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Tu vois, dans un seul endroit, dans une seule endroit, presque 30 personnes qui viennent de 30 nationalités différentes de tout dans tout le monde. Un Chinois qui est par là, un Sénégalais, un Népalais. Vous discutez, vous allez échanger dans votre culture. Bon, lui, il avait dit qu'il avait appliqué ça et il a mis dans les divers, il a mis seulement un lien qui mettait dans son compte YouTube. Ça peut être quelque chose. Si tu fais des vidéos sur YouTube, tu peux ajouter cela. Ça peut être quelque chose qui peut aider ta candidature. Ils vont te dire, ce gars-là, il a de la créativité parce que c'est de la créativité quand même. Créer un compte YouTube de faire. Ou bien si ce que vous faites, vous avez créé, comment dire, vous avez créé un site internet pour aider les autres. C'est quelque chose aussi, c'est quelque chose à valoriser. Même si ce n'était pas pour une application, c'est quelque chose toujours à valoriser. Ces genres de choses, c'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence aussi. Et Et aussi les lettres de recommandation des profs. C'est quelque chose de très important. Il faut bien choisir vos profs. Et il faut vraiment que il ne faut pas choisir un prof pour choisir. Il faut choisir un prof qui connaît votre, comment dire, qui vous connaît, qui connaît vos qualités, qui peut, parce qu'il y a des profs, tu leur dis, c'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps ou bien qu'ils n'ont pas cette habitude, ils vont écrire une lettre de recommandation bateau et mettre ça là-bas pour en finir. Aussi, ça aussi, c'est quelque chose de très important. d'accord. Et maintenant, par exemple, si un étudiant, on va dire, il essaye de contacter un professeur et demande au professeur de le recommander. Ensuite, bah, il ne fait pas un suivi de la recommandation. Qu'est-ce qui va se passer sur la candidature? Elle va être complètement rejetée. Non, il y a une possibilité de changer. C'est-à-dire que si tu mets un professeur, tu lui dis,
Et parce que quand tu le mets directement, ils vont envoyer un email. Tu peux aller voir le prof qui dit, Monsieur, j'ai mis votre nom. Est-ce que vous avez reçu un email? S'il dit non, vous lui dites vérifiez vos spams. S'il vérifie vos spams, il dit qu'il n'a pas reçu. Vous pouvez réécrire son nom et comment dire, uploader à nouveau. Et Mhm. s'il dit qu'il n'a pas reçu ou bien qu'il ne te donne pas de réponse, tu peux changer et mettre un autre prof à la place. Tu peux mettre un autre prof Tu à as la dit un place. truc important, c'est qu'il faut savoir choisir son recommandant, la personne qui te recommande. Alors, comment je fais le choix? Est-ce que celui qui me recommande, ce sont mes professeurs qui m'ont donné cours à l'université, ou alors ce sont mes amis du quartier que j'aime bien, qui savent qu'ils veulent postuler, après ils décident de me recommander, ou alors ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé un jour par là et tout. Comment je fais le choix de qui me recommande? Euh, bah, personnellement, dans mon cas, moi, j'avais choisi deux professeurs dans les domaines qui m'intéressaient. J'avais choisi, parce que moi, je voulais faire le, le Smart Surface, c'est-à-dire la fonctionnalisation des matériaux. J'ai choisi les professeurs qui donnaient ces cours-là. Bon, moi, j'ai fait très simple. Je suis parti, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, comme tu as de bonnes notes, on peut te recommander. Mais bon, je pense que quand même, il faut choisir un professeur qui a, comment dire, qui a une relation avec ce que tu veux faire. Tu ne vas pas aller postuler pour un master en mathématiques et prendre un professeur d'anglais, par exemple. Ça peut aider, mais je ne vois pas la pertinence. Ça, c'est mon vécu personnel. Mais bon, là-dessus, je conseillerais de choisir un professeur qui est en adéquation avec ce que tu veux postuler. Mhm. Et Ok. c'est comme ça Donc, que je vois les choses quand même. Ça, c'est mon expérience et ce que j'avais fait parce que moi, j'avais choisi deux professeurs, je me souviens bien, deux professeurs qui, l'un m'a donné un cours sur les surfaces et interfaces, l'autre m'avait donné un cours sur les couches minces. Je les ai choisis. Ça m'allait. et comme un So, conseil sur ce point-là, avant que Pérez ne traduise, comment tu peux, quel conseil que tu donnes aux étudiants ou peut-être aux personnes qui ont des difficultés à trouver les professeurs pour les recommander? Parce que peut-être dans ton cas, les professeurs étaient ouverts, ils ont dit, bah, il n'y a pas de problème, je te recommande, voilà, sans suite. Il n'y a pas, il y a aucun problème. Mais imaginez un étudiant qui cherche des enseignants, peut-être qu'il n'a pas les bonnes notes, peut-être qu'il n'est pas très, très visible à l'université, bon, on va dire ça comme ça. Et il peut avoir les enseignants pour que les enseignants le recommandent, mais les enseignants ont la difficulté pour le recommander. Qu'est-ce qu'il peut faire, cet étudiant-là? Comment il peut s'en sortir? Quels sont les conseils que tu peux donner à un étudiant qui est actuellement à l'université, qui veut postuler pour Erasmus et qui n'a pas peut-être... comment il doit aborder le professeur s'il n'est pas très brillant, s'il n'est pas très visible aussi avec sa dynamique et tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Hmm. Ah, c'est une très bonne question. Je sais pas quoi répondre. Bon, je lui conseillerais d'abord d'aller vers les professeurs, même s'ils te refusent quand même, il faut être un peu, pas têtu, mais essaye de te vendre quand même. Essaye de te vendre et de donner ton projet personnel en disant que moi, je veux faire. Parce que moi, je me souviens aussi, c'est pas la même problématique, mais il y avait un professeur, euh, mon professeur de surface et interface, comme j'ai dit, il y avait 5 personnes dans notre classe qui voulaient postuler. Et il y avait 3 qui voulaient lui demander. Bon, on est tous partis et il a dit que lui, il peut me recommander que 2 au maximum. Il peut faire les 3, mais il a dit que il ne peut pas faire tous les 3. Donc, bon, après, il nous a demandé de nous envoyer nos CV. Et il va regarder nos notes. Il a regardé nos CV et nos notes. Après, il a choisi deux. Il a dit à l'autre d'aller voir un autre professeur. Donc, bon, tu peux lui demander aussi, tu peux discuter avec lui, lui donner tes projets professionnels. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu lui as choisi? Bon, il faut aussi essayer de... Je pense que tout va passer par la discussion quand même. Ça peut aider. D'accord, merci beaucoup. Pérez va rapidement traduire pour nos amis de langue anglaise. Et avant qu'on va essayer de donner la parole à l'un des personnes qui sont enfin, avec nous pour plus de questions. Pérez. okay. Again, thank you, Mamadou. Resume, sharp, Yeah. sharp. Donc, so Mamadou was explaining that normally for your application, of course, you are supposed to be very, very critical about the details that you put in your application. But most importantly, the person that recommends you and the program that you apply for, the person that recommends you, and extracurricular activities. That is, a lot of people undermine extracurricular activities, whereas it's the way you put it on your application that matters.
if you could create maybe a YouTube page and you're a content developer, you can sell yourself as a creative person because creating content is not easy. So you're a creative person and they're looking for creative persons. Um, if you have volunteered somewhere, you can put it. But most importantly, you should have certificates for what you have been doing in these places. And for who recommends you, it's one of the most important because you should sell one exact story. You cannot be working on material science and then someone from economics is recommending you. It's already saying that I don't know this person, I'm just doing it. But if this person is material science oriented, it makes some sense. So depending on the application, look for someone that is following that path. It makes sense normally that someone from this thing is recommending this person, they know what they are saying. And it should be someone that knows you well, not a friend, not just anybody should recommend you. Because what happens with most Erasmus programs is that they send the link to your professor and your professor recommends you. And you need to follow up. Because if you do not follow up, some professors will forget. Not that they don't like you, is that they are forgotten. And so if he comes to his mailbox and you do not tell him, go and check your spam, professor, have you seen it? They must have sent it by now. The professor is going to be lax and will not send the recommendation. If your recommendation is not sent before the deadline, Erasmus will not even forward your application. You just stay in the air. And so you have applied, but you have not applied. Yeah, I think that's the resume. Now, there are other people that are lifting, want to ask questions. Ok, donc on va maintenant donner la parole à l'audience. Il y a Michael Kamga qui a... Sandra, est-ce que je peux partager? Attends, j'aimerais partager, comment ça s'appelle encore? Le site, il est là. Je sais pas si vous le voyez. on a, Non, je ne l'avais pas encore partagé. tu peux cliquer sur share, Ah, cliquer sur ok, partage. j'ai pas encore partagé, oui, c'est vrai. Ok, Vous voyez? pas encore. Oui. C'est où? Oui. Ok, bah voici le site. Il y a, par exemple, il y a une partie application requirement. Si vous Mhm. y allez, vous allez voir les notes, surtout sur les langues, sur toutes les universités, tout ce que vous aurez besoin. Je ne sais pas si vous voyez ici. Oui. Ah Oui. oui, c'est parti. Donc, bon, vous pouvez checker ça quand même. Prendre votre temps, regarder, vous allez voir des choses. Je trouve que c'est intéressant de le lire avant même de commencer À à postuler. faire l'application. C'est très intéressant. Tu peux copier le lien et mettre dans le chat pour ceux qui peuvent prendre des notes. Peut-être ils Oui. vont ouvrir. Voilà. Vous voyez le partage? Oui, on voit très bien Oui, le vous partage. pouvez copier le lien et envoyer dans le chat. Je t'avais Juste envoyé le copier lien. le... Oui, Tu ne j'ai l'as dit pas? maintenant, Ah oui, Je peux faire ok. juste exactement copier là. et envoyer dans le chat parce que je n'ai pas partagé avec tout le monde. J'ai partagé seulement avec, je pense, Donc, Michael il y a une personne qui avait posé sur le TOEFL. Je ne sais pas la différence entre le TOEFL IBT et IPT. Je ne sais pas vraiment la différence, mais par exemple, pour L'un, l'université de l'un Lunéo, est, oui, l'un est académique et l'autre est beaucoup plus industriel. Donc, je crois que c'est le IT. travail. Voilà, l'autre qui travaille. Donc, je crois que c'est le Un premier peu qui est. comme le si vous Heights passez le académique et le ouais, Heights work. le Exactement. Cambridge est toujours accepté dans toutes les universités. Ici, en Europe, quand même, passer les tests de Cambridge, c'est plus pertinent parce que, de un, c'est pour toute la vie. Tu le passes qu'une seule fois. J'ai remarqué ça. Tu passes, parce que moi, je prépare, par exemple, maintenant, je suis en train de préparer mon Cambridge. Je vais le passer en décembre. Bon, je vais le passer en décembre. Et c'est plus intéressant par rapport aux autres quand même. Je ne sais pas les prix exacts pour le Cambridge par rapport au TOEFL ou ELT. Mais si vous avez l'occasion de passer, je vous préconise de passer le Cambridge. Je ne veux pas dire plus valorisant, mais il donne plus d'importance à ce type de diplôme, de certificat que le TOEFL ou bien l'autre. Oui, oui, je vais essayer de partager le Je lien. pense que le Cambridge, moi, je ne connaissais pas aussi. Parce que le Heights, Oui, ça s'expire en 2 ans, même le TOEFL. oui, le Ça n'a TOEFL pas de aussi, c'est sens. assez dur. Le Donc, Cambridge, si Cambridge, c'est la pour vie, toute la donc vie. mieux tu sacrifies ton argent, tu fais ton Cambridge, tu restes tranquille, Ouais. tu peux postuler quand tu veux. Et aussi, ils donnent vraiment beaucoup, même en France, dans l'université où j'étais, si tu veux passer le test, ils vont te dire passe le Cambridge. Si tu veux, tu dis que je prépare pour le TOEFL, ils te disent oui, c'est bien,
mais tu seras obligé d'ici 2 ans ou bien 3 ans de refaire, ou bien, bon, Et c'est c'est pareil pas. pour... Est-ce que le Cambridge est aussi valide pour les universités américaines ou alors canadiennes? Je pense quand même, parce que le Cambridge, c'est vraiment. Bon, ici en Europe, ils valorisent ça beaucoup. C'est Mhm. pas pour les US. Mais quand même, dans toute l'Union européenne, c'est comme si tu le passes, par exemple, en France, si tu viens ici en Suède avec ton certificat de Cambridge, ils ne vont même pas te fatiguer. Ils vont te dire, OK, toi, tu as un bon niveau en anglais directement. Mhm. Ok, d'accord. L'université où vous étiez en France, les étudiants français qui étaient là-bas, c'est tous, ils passaient que le Cambridge. Ok, d'accord. Tu peux donc mettre, copier le lien dans le chat. Je donne la parole à Michael. Oui, Michael, tu peux parler. Tu peux poser ta question. Michael Kamga. Il suffit juste d'ouvrir ton micro et de parler. Bon, Michael semble pas être euh, disponible. Donc, si quelqu'un a une question à poser, juste lever la main. Ok. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question, Sandra. D'accord. Mhm. Oui, Parce que vas-y. je pense on a déjà pris plus de temps qu'on on s'était dit, donc il faut un peu aller plus vite. D'accord. No time is money. Yeah, of course. Donc, on a une idée de comment est-ce qu'on peut postuler pour Erasmus. Donc, on suppose qu'un étudiant a bien fait les choses et qu'il est admis. Donc, il reçoit sa lettre d'admission. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Bon, quand tu reçois ta lettre, la plupart du temps, ils te demandent de confirmer parce que aussi ils ont des listes d'attente. Ils te Mhm. l'envoient, ils te demandent de confirmer. Tu dis oui, j'accepte. Bon, parce que ils disent le consentement, c'est-à-dire ils acceptent cette proposition. Et après, le reste, ça vient crescendo. Ils vont t'envoyer les documents pour ton visa. Tu n'auras besoin de chercher aucun document. C'est eux qui vont tout envoyer de A à Z. Du certificat d'hébergement jusqu'à l'autre là. Juste, bon, quand tu choisis la France, l'université va te proposer des courses. Bon, vous connaissez les courses là-bas. Ils vont te proposer des courses. Si ça ne t'intéresse pas, ils vont te demander de chercher le logement toi-même. Mais si tu demandes le CRUS, même pour la recherche des CRUS, ils vont te demander d'aller aussi, de choisir l'hébergement que tu veux et c'est eux qui vont faire, comment dire, c'est eux qui vont faire la démarche pour toi. Toi, tu choisis juste le CRUS où tu veux vivre. Et après, le reste, tous les documents que tu auras besoin, quand même, c'est eux qui vont te fournir, que ce soit l'attestation de scolarité, euh, comment ça s'appelle encore, pour les documents pour montrer que tu as de l'argent pour venir en Oui, Europe, le j'ai bank oublié. statement. Oui, Oui, oui. Ces documents-là, c'est le scholarship, tout ça. Ils vont tout te fournir. Et Juste, qu'est-ce que, bon, toi, tu n'as qu'à rassembler tous tes documents et les déposer. Tu auras ton visa. et qu'est-ce que la bourse couvre exactement? Est-ce que ça couvre, par exemple, quand je dis que ça couvre exactement, c'est-à-dire de façon, peut-être quoi? Est-ce que ça couvre le billet d'avion? Logement, tuition. Voilà, si je suis une fille, Euh, qu'est-ce que ça les couvre bourses, les exactement? bourses Erasmus, les bourses Erasmus m'ont dit c'est 1 000 euros. C'est 1 000 euros par mois. Tu as tes 1 000 euros. Et aussi, ils payent tes billets. C'est-à-dire que Hamas, ils ont une façon de calculer. Ils calculent par kilomètre. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, c'est-à-dire comme le Sénégal, je sais pas, le Cameroun, je sais pas, c'est en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Centrale. Ouais, ok. Bon, en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique du Nord, tu vas recevoir 2 000 euros pour ton billet aller. Et ta deuxième année, par exemple, en août, ils vont t'envoyer aussi 2 000 euros. C'est pour ton billet retour. Ils vont te le donner maintenant. Donc tu auras 4 000 euros au total. Je pense que quand tu es en Amérique du Nord, c'est 5 000 euros. Donc 2 500, 2 500. Si tu es en Ok. Asie, c'est 6 000 euros, 3 000 par 2 fois. C'est-à-dire ils vont diviser ça 2 fois. Donc ça veut dire en Afrique, je pense en Afrique de l'Est, ça doit être aussi 4 500, je sais pas, 5 000. Donc bon, c'est par zone qu'ils subdivisent cela. Je pense ce système, c'est la même pour tous les Erasmus. C'est pas seulement pour les Hamas. C'est-à-dire pour tous les Erasmus. C'est eux qui payent les billets, donc c'est comme ça qu'ils le payent. Et aussi, tu vas recevoir 1 000 euros par mois. Donc, bon, je Ok. pense Et le que logement, c'est eux qui paient le logement, aussi la scolarité, dans les voilà. 1 000 euros, tu vas payer le logement dedans. Ah, ok, c'est dans les 1 000 euros que tu Oui, paies le oui, logement. oui. Oui. Ouais.
Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, l'avantage, Et c'est que donc, tu as dit, il recommande Crous. Crous, c'est en fait les student apartments. Voilà, c'est des appartements pour étudiants. Et généralement, c'est bon C'est pas marché. mais cher. aussi, il y a une sorte de cruise en Allemagne. Oui, bon, on appelle ça ici enfin, les viguiers. Mais bon, c'est autre chose. Mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Ok. D'accord. Maintenant, ok. Tu as ton billet d'avion, tu fais tes bagages, tu pars par exemple en France, comme ça a été le cas pour toi. Comment tu t'es adapté? Bon, je veux pas te parler, la langue n'a pas été une barrière parce que tu étais en France, mais comment tu as pu t'adapter avec le changement? Tu es sorti de l'Afrique, c'est vrai que tu es au Maroc, mais bon, c'est toute l'Afrique. Comment tu as fait pour t'adapter avec ton nouvel environnement, être vraiment, je sais pas, synchronisé avec la vie de Paris? Peut-être que tu es à Paris. Comment ça s'est passé pour ton intégration? Non, j'étais en Annecy. Euh, tu vas pas directement, tu vas pas directement aller dans ton université quand même. La plupart des Erasmus, bon, je sais pas, les Erasmus plus si c'est la même chose, mais les Erasmus Mundus, tu ne pars pas directement dans ton université. Tu as ce qu'ils appellent l'Integration Week. C'est une semaine d'intégration où toutes les personnes qui ont été choisies vont se rencontrer dans une université. Dans tout ce qu'ils appellent les universités partenaires, il y a toujours une université qui, qui est le host, c'est-à-dire Le l'université. host university. Oui. Oui, l'université La- de base. Nous, c'est l'université de Saarland, c'est en Allemagne, c'est à Saarbrücken. Donc, bon, moi, je me souviens, j'ai voyagé, bon, au Maroc, je suis parti au Sénégal, après, j'ai fait directement, j'ai fait Dakar-Paris, après, je suis parti de Paris à Saarbrücken directement. Mais tout le monde doit aller là-bas avant d'aller dans une université. On se rencontre là-bas, donc là-bas, tu vas rencontrer les étudiants avec qui tu vas passer toute l'année, c'est-à-dire les autres étudiants. Donc, vous aurez une semaine pour vous familiariser avant d'aller dans votre université. Donc, quand tu arrives, c'est comme si tu arrivais avec tes amis, avec tes potes, parce que vous vous connaissez pendant une semaine, vous vivez dans un même endroit, vous partagez des activités qui sont fun, vous allez faire des voyages, parce que nous, on avait visité, même Francfort, on a visité Ligne, on a visité la Commission européenne à Strasbourg aussi, ensemble. Vous passez toute la journée ensemble, vous dormez dans un même endroit, donc vous allez vous familiariser. Donc, quand vous allez arriver dans votre université, je ne veux pas dire que vous n'allez pas être dépaysé parce que vous vous connaissez entre vous. Et aussi, bon, comme moi j'étais en France, la langue n'a pas été un problème. Bon. Donc, Mais, je peux dire que l'intégration se fait en amont avant d'arriver. ok. Mais comment tu as pu t'en sortir avec la langue, puisque tu es parti, tu es venu ici en Allemagne et tu as rencontré les autres personnes. Forcément, la communication entre vous était en anglais. Comment tu as pu franchir ce gap-là? Parce qu'après, voilà, tu n'étais pas encore dans un environnement complètement voilà, anglais. Comment tu as fait pour t'en sortir? C'est un peu difficile, mais quand même, euh, Hamas, c'est-à-dire les errants, il y a 4 personnes et chacun parle ce qu'ils appellent les langues partenaires. C'est-à-dire, il y a une personne dans les 4 personnes qui gèrent qui parle français, il y a un autre qui parle espagnol, il y a un autre qui parle l'allemand. Donc, ça veut dire que quand tu arrives, que tu es nouveau, ils ne vont pas vraiment te forcer, mais toutes les activités vont se faire en anglais quand même. Et quand tu veux discuter avec les autres étudiants, sauf les étudiants francophones, bon, moi, les étudiants qui venaient, on discutait entre nous en français. La même chose pour les étudiants hispaniques. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui venaient, il y avait des Mexicains, des Équatoriens. Eux, ils parlaient entre eux, ils parlaient espagnol. Mais quand on voulait discuter entre nous, on parlait toujours en anglais. Aussi, c'est fun quand même. Tu vas voir des gens essayer de parler des anglais. Tu te dis, oui, bon, moi, j'ai un bon niveau en anglais, hein. C'est très cool. Nous, il y avait quelqu'un qui parlait très bien français. Si tu avais besoin de quelque chose, tu n'avais pas besoin de te forcer de parler en anglais. Mais par exemple, pendant ta deuxième année, il y a ce qu'ils appellent le Professional Summer School. Là, tout le monde parle anglais. C'est une obligation parce que vous avez une année pour vous préparer. Même les professeurs, même les errants, ils parlent français, mais si tu leur parles, ils te répondent en anglais. C'est pour te dire que là, maintenant, tu n'es pas en première année, mais les premières années, quand même, ils sont très flexibles là-dessus parce qu'ils savent quand même un peu aussi. Mais entre nous, on discute en anglais aussi. C'est vraiment très cool parce que tu vas apprendre, c'est comme si tu vas apprendre l'anglais un peu intensivement. Parce que bon, moi, comme j'ai dit, j'étais avec un Azerbaïdjanais qui ne parlait pas français, qui parlait allemand un peu. Il parlait anglais aussi. Donc, on était obligé de mélanger beaucoup d'anglais pour se comprendre. Et ça aide beaucoup. Tu vas apprendre des mots de base que tu ne connaissais même pas. Tu te dis, ah ouais, ça s'appelle comme ça.
tu vas l'intégrer parce que passer une semaine avec une personne dans un même endroit, dans une même chambre, donc tu es obligé de répéter des mots. Et je trouve que c'est cool quand même et c'est un peu fun. Ok. Et quand tu as commencé ton programme Erasmus même, c'est-à-dire, voilà, tu as commencé tes classes donc à l'école avec les examens et les cours et tout ce qui va avec, quelles ont été tes difficultés? Est-ce que tu as senti que c'était vraiment difficile? Est-ce que tu ne dormais pas assez? Est-ce que c'était vraiment, c'était intense? Ou alors c'était beaucoup plus relax, il y avait beaucoup de week-ends où vous sortiez pour aller faire des balades. Voilà. Quel est l'environnement à Erasmus? Non, quand même, tu auras beaucoup de temps. Tu auras beaucoup de temps pour faire des voyages comme tu veux. Mais bon, le système éducatif français, c'est comme chez nous quand même, c'est un peu exigeant. Par rapport, par exemple, ici en Suède. Bon, ici en Suède, nous, on a un projet. Même, il y a quelque chose qui m'a choqué ici, c'est que même pour les examens, c'est toi qui t'enregistres et tu choisis la date que tu veux. Tu as une place de 1 mois. C'est-à-dire que mes amis, il y en a qui ont fait ça la semaine passée, moi je vais faire ça la semaine prochaine. Tu choisis la date comme tu veux. C'est vraiment très free ici, alors qu'en France, c'est strict. Tu as 4 semaines de cours, 2 semaines de vacances, 4 semaines de cours, 2 semaines de vacances. Donc, tu es obligé de te donner à fond dans ces 4 semaines. Et après, tu as 2 semaines pour te relaxer et après aussi revenir. C'est comme ça. Alors que, bon. Donc, aussi, tu vas avoir plusieurs systèmes éducatifs qui sont vraiment très différents, qui Mhm. n'ont pas, ils n'ont pas les mêmes approches éducatives. En Suède, en français aussi, bon, je trouve que c'est intéressant aussi. Mhm. Et qu'est-ce que Mamadou prévoit faire après son master? Quelle est la suite? C'est une très, très bonne question. Bon, moi, je pense que je vais faire un PhD quand même. J'hésitais jusqu'à même au début d'année, je me disais que oui, parce que quand même, quand tu as un diplôme de master d'armas, surtout, tu peux aller travailler quand même. Tu auras beaucoup d'opportunités. Ça, parce que j'en connais beaucoup d'anciens qui travaillent maintenant. Mais bon, mais moi, quand même, pour l'instant, j'ai prévu de postuler à un PhD. Mais bon, on verra. Pourquoi le Mais PhD? Parce que tu aimes la recherche ou parce que... oui, euh, bon, ça m'intéresse aussi. Aussi, j'en ai discuté beaucoup avec un de mes profs qui est en France. Il m'a dit, on en a discuté, il m'a dit que oui, bon, il m'a dit, parce que c'est comme s'il m'a proposé, il m'a dit qu'il y a un sujet qu'il voudrait faire sur les courses minces. Et aussi, le domaine que j'ai choisi, même dans les matériaux, c'est un domaine plus axé sur les recherches. Parce que c'est sur les semi-conducteurs, moi, je travaille. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les semi-conducteurs, les dielectriques qu'on met dans les batteries, ces genres de choses. C'est plus à l'instant T, parce que, bon, par exemple, si je donne un exemple concret, les voitures électriques, ça existe, mais on essaie toujours d'optimiser les batteries. Donc, et moi, c'est ce domaine qui m'intéresse le plus. Et je m'en suis rendu compte que tu peux travailler, mais il y a plus d'opportunités dans la recherche. C'est pour cela que je m'y intéresse plus pour le doctorat. Mais quand même, oui. Et qu'est-ce que les alumni de Erasmus font? Bon, on a vu que toi, tu as pour objectif de continuer en thèse. Mais pour la majorité des gens que tu connais, c'est-à-dire ceux qui sont même dans ton même de programme que toi, ou ceux qui étaient là avant toi et bien avant toi, c'est-à-dire les alumni, quels sont on va dire quoi, les champs à l'après Erasmus? Qu'est-ce que la plupart des gens, de tes étudiants là font? Est-ce qu'ils entrent directement en entreprise? Est-ce qu'ils font des thèses? Comment... Bon, les gens que je connais quand même qui font, il y en a, par exemple, l'année passée, le Malien que je disais qui m'a qui m'a permis de faire. Lui, il est dans sa dernière année de PhD. Il va terminer cette année. Il va terminer à la fin. Lui aussi, il a choisi de faire un PhD après. Je connais quelqu'un qui travaille pour ArcelorMittal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'une des plus grandes entreprises dans le domaine métallurgique ici en Europe. Il y en a beaucoup qui travaillent dans les domaines métallurgiques parce que dans les pays euh, la France, l'Allemagne, surtout dans le domaine automobile, ce genre de choses. Euh, c'est rare que... Bon, il y en a aussi... Bon, ça, c'est pour ceux qui viennent de l'Afrique, parce que ceux qui viennent de l'Amérique du Nord, la plupart du temps, ils rentrent. Surtout ceux qui viennent ils rentrent. Les Mexicains aussi, la quasi-totalité, ils aiment... Je sais pas pourquoi. J'en ai discuté avec eux, il m'a dit que quand tu as un diplôme, comme eux, ils ont cette filiale, je dirais même une filiale, parce que chaque année, tu vas voir, quand tu fais Amas, s'il y a quelqu'un qui a l'opportunité, tu vas voir 2 ou 3 Mexicains là-bas et 2 ou 3 Marocains. Bon, comme j'ai dit,
Hamas, ça appartient aux Marocains et aux Mexicains. C'est leur gang. Donc, bon, tu peux pas les rater. Ils sont toujours là. Donc, après, j'en ai discuté avec lui. Il m'a dit que, comme ça fait longtemps, c'est comme un filial. Donc, quand tu as un diplôme de master Hamas, quand tu reviens là-bas, c'est un peu plus valorisé parce que il y en a beaucoup qui travaillent dans les entreprises qui sont devenus aujourd'hui cadres, qui vont les prendre. Parce que, aussi, un cadre, quand il voit une personne qui a fait la même parcours que lui, il aime le prendre, ce genre de choses. Mais en ce qui concerne l'employabilité, les gens avec qui j'ai discuté quand même, ils me disent que c'est pas vraiment très compliqué si tu veux trouver du Et est-ce boulot. que Mais les... quelqu'un m'a dit que Vas-y. parfois on donne au moins 1 an ou c'est 12 mois pour les boursiers Erasmus pour se chercher. Est-ce que ça c'est vrai? Oui, 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 aussi ça, oui. Par exemple, en ce qui concerne, tu parles des cartes de séjour, c'est ça? Oui, je sais, oui, oui. Oui. Les cartes de séjour, tu n'as pas besoin, comme les autres étudiants, quand tu es ici, chaque année, tu dois renouveler. Quand tu arrives, on te donne, par exemple, moi, ma carte de séjour, elle est valable jusqu'à juin 2026, depuis que je suis arrivé. Depuis l'année passée jusqu'en 2026, tu vois, on te donne une carte qui est valable 3 ans. C'est-à-dire, mais ils vont compter à compter de ton arrivée. Par exemple, moi, dans ma carte de séjour, c'est le mois où je suis arrivé jusqu'à la fin. C'est du 17 août, je pense, jusqu'au 17 août 2026. Donc, tu n'as pas, c'est pas comme les étudiants qui viennent ici par Campus France qui doivent chaque année. Parce que aussi, c'est vraiment galère, j'ai remarqué ça, de rassembler tous les documents, d'aller à la préfecture, de demander d'avoir une autre carte. C'est vraiment, je trouve que c'est une autre avantage des étudiants Erasmus par rapport aux autres étudiants. Euh, Le côté administratif est vraiment très lésé. Oui, pour que l'audience nous comprenne, vous, comme vous comprenez très bien, en fait, le principe, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une bourse, n'importe laquelle, et que vous venez dans un pays étranger, puisque vous êtes un étranger dans ce pays-là, votre séjour est limité par le nombre d'années que vous allez faire ces cursus. Alors, comme pour le master Erasmus, normalement, c'est 2 ans. Donc, après, vous devez venir faire normalement 2 ans et rentrer chez vous. C'est le principe. Mais Erasmus, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, on va donner une année supplémentaire à nos étudiants pour qu'ils Que puissent... je cherche. Mais si tu ne cherches pas pendant l'année, la période qu'on t'a donnée, et que tu ne Que trouves sans rien, papier. tu dois rentrer dans ton pays. C'est le principe. Oui. Donc, c'est C'est-à-dire pourquoi que tu as une il y a année où tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu es ici. Voilà, voilà. Juste ça. Parce qu'on ne reste pas dans un pays sans justification. Donc, après ton programme, si tu trouves un emploi, c'est bien. Avec l'emploi, là, tu vas élargir ton stay. Si tu n'as pas cet emploi ou tu as autre Je chose, rentre chez vous. voilà. Mais si tu n'as rien, le principe, c'est de rentrer parce que ton billet d'avion retour est programmé. Ouais, C'est déjà payé. Voilà. ouais, ils te l'ont déjà donné. Voilà. Donc, c'est un peu la parenthèse qu'il voulait faire. Pour Et dire que, aussi, bon, ouais, voilà. pour ceux qui connaissent le système éducatif ici en Europe, bon, je parle plus de la France. C'est un peu très galère pour les cartes de séjour. On te donne des rendez-vous bizarres alors que tu as un examen et te disent oui, tu peux pas décaler. Moi, j'en ai rencontré, mais quand même, le programme Erasmus là-dessus, c'est très flexible. La plupart du temps, c'est même les universités qui gèrent pour toi. Ils te disent oui, tu veux, envoie-moi. Par exemple, nous, à l'université de Lorraine, il y a quelqu'un qui est chargé des étudiants il est chargé des étudiants internationaux, mais la dame, elle est chargée que des étudiants Erasmus. Parce que parce que j'ai fait l'expérience, j'avais un ami qui avait ce problème. J'ai dit, envoie à cette personne, parce que j'avais son email. Il a envoyé, il a dit, désolé, je ne peux pas m'occuper de votre cas. Comme ça. Alors que nous, Donc, vous on êtes des nous a petits envoyé. princes en Europe. Oui, Vous êtes donc des bon. princes de l'Europe. Donc, vous Oui, voyez bon. les privilèges d'Erasmus. Donc, il faut postuler, les amis, il faut postuler. Donc, bon, je trouve aussi là-dessus, parce que en France, surtout en France, ils sont vraiment très tatillons avec les documents. Ils te demandent, il faut les amener à temps, ces genre de choses. Alors, quand tu fais Erasmus, c'est un peu plus flexible là-dessus. Ça veut dire que vous avez après votre programme dans Erasmus, vous avez un accompagnement aussi enfin, du groupe Erasmus pour vous aider à trouver facilement les emplois. Oui, c'est ce que j'appelais le professional summer school. Par exemple, à la fin du mois d'août, je sais pas, on était en Allemagne pendant une semaine où on nous a il y a des, comment dire encore, il y avait le président d'une entreprise allemande dans le domaine de, je sais même pas comment ça s'appelle, dans le domaine de la plasturgie, je ne sais pas, il est venu, il nous a parlé de son boulot, il nous a même recommandé, bon, maintenant, ces genres de choses, tu as aussi pas des influenceurs, des gens qui travaillent dans le marketing, qui vont t'aider à faire ton CV. C'est des trainings, vous passez une semaine là-dessus.
tout ça, c'est pour vous préparer au monde du travail quand même. Et je trouve que c'est très cool. D'accord. Okay, Déjà, translation. on nous traduit rapidement avec pour nos amis anglophones. Voilà, voilà, vas-y. So we just asked, we're discussing about the Thérèse, j'adore opportunities ton after. accent. Tu dis? J'adore ton accent. Merci beaucoup. So we're discussing, mais Aïe t'a dit que j'ai 6,5. Aïe dit qu'avec tout l'anglais, c'est que je parle, j'ai 6,5. Il y a un biais dans ces affaires. Tout c'est biaisé. Oui. Donc, so I was saying we were simply discussing about the opportunities after Erasmus because, of course, we cannot keep going to school. We have to go to school, and then at the end, he has to sell for something. So after having the Erasmus, for example, for Mamado's program, most persons they either have a job after or they go into PhD directly. For people like Moroccans and those from Latin America, they already have industries that feel that already know that their program is a tailor-made program for an industrial job. So when they leave, they go back to their country. For those who do not have the opportunities to go or the luxury to go back to their country directly, Erasmus has also made a certain has allotted time for them. Like you have like 12 months. If normally your stay is for 2 months for 2 years, which is the duration, 24 months for masters, they give you 36 months, which is 1 year extra, 12 months extra. That 12 months extra, you use it to look for opportunities. It could be PhD, it could be a job, it could be any other thing that you want to try your hands on. But Sandra says, if you do not find anything, go back to your country. Very important. Go back to your country and start something. And another thing I learned from the Europeans is that sometimes staying there when you don't have an opportunity is worse than you going back. Like I have friends for chevening. He won the chevening last year. He got it. Once he was done, he went back to Cameroon. They gave him a grant. So most Europeans is mostly that style. If they tell you go back to your country, pack your bag, go back to your country, but keep the connection, the contacts. And going to many universities also is essential because if you go to many universities, you have different perspectives, you see things differently, you see different persons. Now you can start asking them, we need a job, we need this, we need this. How should I do? Like Mamadou says, he wants to go for a PhD because he spoke with his professor from France, and the guy says, I want to launch a project and it's in line with what you are doing. So you need to be not only a normal Erasmus student, but also performant because that's PhD. Nobody wants someone that will give them headache. Research is already headache. They need someone that is going to take a part of their headache. So if you get into the program, most important thing is to keep being the best in your class so that people are going to see you, people are going to recognize your job. And lastly, he also mentioned that sometimes they have career development sessions where people from industry come and teach them how to organize your CV, how to maybe sell yourself to the market and all that. All of these skills plus the language skills you have acquired, I think Erasmus is really a good program. You go there, you get transformed. So, guys, it's on your table now. Deadlines are still open right up to September and even March. No, February and March, I think, for most programs. Ok, thanks, Pérez. So, Seydou, tu as la parole maintenant pour poser des questions à notre invité. Seydou, tu peux parler? Oui, Oui, vas-y. oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, très bien. D'accord. Ok. Premièrement, j'aimerais donc vous remercier, Sandra, Mamadou, Mr. Perez, pour cette session donc d'information. C'est vraiment très, très important. Donc, j'ai une ou deux questions pour Mamadou. Donc, premièrement, en fait, j'aimerais savoir, Mamadou, si, par exemple, je voudrais postuler pour une université en France, est-ce que j'aurais besoin encore d'un papier qui prouve donc mon niveau en anglais, comme c'est en France, ou bien donc juste le français, ça peut aller? Donc, et pour la deuxième question aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, par exemple, une barre de moyenne pour laquelle donc, il faut postuler? Par exemple, si quelqu'un il a une mention bien ou bien assez bien, est-ce que la personne peut postuler, même pour avec mention assez bien, par exemple? Merci. Bon, si tu veux postuler, même si c'est en France, si ta deuxième université, c'est une université dans laquelle
on va parler anglais, ils vont te demander quand même d'uploader un document qui certifie que tu as un niveau en anglais, mais tu n'as pas besoin d'avoir un niveau C2 ou bien même un niveau, je pense qu'un niveau, à partir d'un niveau B1, ça peut aller, ils peuvent accepter. Mais quand même, tu dois montrer que tu as un niveau, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire directement, je vais choisir ma deuxième université de l'Allemagne parce que j'aime l'Allemagne. Tu dois, parce que eux, quand même, c'est ce que je disais, eux, ils donnent beaucoup d'importance aux documents. C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, tu dois leur montrer que pourquoi tu veux le faire. Tu ne vas pas directement comme ça. Donc, il y a une partie pour uploader. Si tu regardes le site, tu verras. Il y a une partie où tu dois mettre un certificat pour ta deuxième langue. Et, j'ai oublié ta deuxième question. C'était quoi? La première langue, c'est-à-dire comme c'est le français qu'il va choisir. Par exemple, s'il part en France et qu'il est il est au Sénégal, il parle français, est-ce qu'il doit prouver qu'il parle français puisque c'est sa langue maternelle? Pour pour le Cameroun, je ne sais pas, mais pour le Sénégal, non, tu n'as pas besoin. Tu mets seulement, il y a une partie où ils vont te demander ta première, parce que si tu as choisi l'université de Lorraine, et par exemple, si tu as ton diplôme de baccalauréat, c'est écrit en français, tu mets ton diplôme de... Moi, c'est ça que j'avais mis. Parce que quand j'avais uploadé, les professeurs avaient mis les lettres de recommandation, ils avaient tout mis. Et moi, j'ai regardé le site, ça ne bougeait pas. Alors que j'avais mes amis marocains qui me disaient, oui, nous, nos candidatures sont déjà passées. Après, j'ai demandé à mon ami malien, il m'a dit, non, non, tu dois mettre quelque chose dans cette partie même si tu n'as pas, même si le français c'est ta langue et j'ai uploadé mon Diplôme. certificat de baccalauréat à la place. Donc bon, je pense que tu peux faire la même chose si je pense que ça peut passer. Et tu m'as demandé s'il y a une note spécifique. Bon, ça c'est vraiment très compliqué parce que les pays n'ont pas les mêmes systèmes. C'est pas, parce que moi, je me souviens quand je suis arrivé au Maroc, ma première année, on a demandé, moi j'ai eu une mention bien, j'ai eu 14, j'ai eu une mention bien avec mon baccalauréat, et eux, ils se mettaient devant. Il y a une personne qui te disait, moi j'ai eu, Pérez doit connaître les Marocains là, il me dit, moi j'ai eu un diplôme de SVT. J'ai eu baccalauréat 19,50. Moi j'étais là avec mon 14, 19,50, 19,60. Quand il est arrivé Je à moi, pense que j'ai c'est dit quelque 14. chose qui est très énervant. Parce que nos pays, il y a des pays qui sont Oui, très durs à l'école. c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le Tu même as système. ton 14 est trop fort. Ton 14, c'est comme un 19 au Maroc. Oui, Mais oui, quand on va prendre c'est-à-dire la c'est pas la évaluation, même on va chose. regarder qu'un Marocain est mieux que toi. Donc, c'est pour cela, les notes, je ne peux pas vraiment juger parce que ça dépend des pays. Et aussi, il y a plusieurs pays qui n'ont pas les mêmes notations. Par exemple, aux États-Unis, eux, ils te notent A, B, C, D. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Il y a d'autres qui notent sur 10. Par exemple, les Suédois, ils notent sur 10. Ah, si une personne te disait 8 et toi, tu dis, waouh, il est mauvais, alors que 8 c'est quelque chose d'excellent parce qu'il note sur 10. Il y en a. Donc, je ne sais pas s'ils ont. Je pense que quand même, ils vont choisir en fonction des notes. Il faut avoir. Parce que quand même, c'est. Pour Ils avoir un mettent. bon average par rapport à ce qui représente un pays, quoi. Oui, oui. Donc, bon. C'est pour cela, je ne peux pas vraiment te dire qu'il y a un barème, ces genre de choses. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je parle de la mention, en fait. Est-ce que, par exemple, il faut avoir mention bien? Parce que tu sais, dans la majorité des bourses, en fait, ils disent, voilà, ça commence à partir de la mention bien, quoi. Ça, c'est le minimum pour pouvoir postuler. Ah, Est-ce ok, qu'ils ont ça aussi? ça, ça, j'en sais absolument rien. Bon, moi, ce que je peux te dire, pour mon diplôme d'ingénieur au Maroc, j'avais une mention bien, oui, parce que j'avais une moyenne générale de 15, quelque chose, 15,35, si je me souviens bien. Donc, bon, c'est pas. Toutes les personnes qui avaient postulé, quand même, on avait des moyennes entre 14 et 15. Donc, en mention bien. Donc, et aussi, parce que nous, il y a trois personnes qui ont été choisies. Et comment ça s'appelle encore? Hmm, Le premier de notre promotion, elle n'a pas été choisie. Donc, c'est pas seulement les notes qui comptent C'est aussi. pas toujours le mention bien. Ouais. Hein? Ouais, C'est pas elle avait toujours 6 et mention quelque bien. chose. Donc, elle était la première de la promo, elle n'a pas été choisie. Bon, il y a d'autres critères aussi, peut-être qui entrent en jeu. Bon, je ne vais pas exposer là-dessus. Donc, mais bon. Oui, je vais peut-être ajouter un dernier élément, c'est que en réalité, c'est que Maman Douessé nous dit, c'est que en fait, les notes, si tu as déjà composé, ne te prive pas de postuler parce que je te dis que tu n'as pas la note nécessaire pour postuler. Non. Suis les requirements et les critères, postule. Pour tes cadets qui n'ont pas encore franchi ton étape, là, tu peux les conseiller que vraiment, les gars, travaillez.
travailler pour avoir les bonnes notes. Mais toi, tu ne peux plus refaire ton parcours. Mais Tu ne vas cherche, seulement les applications. mais ne cherche pas, mais ne cherche pas le prétexte pour dire que comme j'ai eu Tu n'as pas seulement 10, postulé. je ne postule pas. Non. Donc attention, attention. Peu importe ce que tu as eu maintenant, si tu sais déjà fait, on a pu revenir, tu as pu rentrer en arrière pour composer le baccalauréat ou la licence, on n'a plus rien pour toi. Par contre, toi, tu peux maximiser sur les lettres de motivation, les CV, les conférences ou les trucs que tu as eu à assister, les bénévolats que tu as eu à faire, tous les éléments qui sont nécessaires qui va pouvoir poster ton application. C'est ce qu'en fait Mamadou explique. Et il a dit ceci que il y avait des étudiants qui avaient les très bonnes notes par rapport à lui, mais ils n'ont pas été sélectionnés. Pourquoi? Pour dire qu'il y a un mystère derrière, il faut seulement postuler et donner le meilleur, en fait. Et juste une On dit clause. aussi, il y a une partie de sens quand même. Donc, bon, ne vous privez pas à postuler. Si c'est pour toi, ça sera pour toi. Donc, bon, tu postules, tu te prépares. Et tu sais que si tu sais que tu as fait ce que tu devais faire, le reste, bon, tu laisses dans les mains C'est de Dieu. c'est le plus important. Tu dois d'abord postuler Ouais, fais avant ce que qu'on tu dois rejette. faire. Le Tu dois reste, d'abord postuler. Parce que si tu ne postules pas, on ne va même pas trouver le dossier qu'on va rejeter. Voilà. Et pour dire vrai, je connais un professeur, il était mon professeur de master. Il m'a dit carrément, il a eu le MEC Scholarship, il a eu 2.5 2.5 sur 2.5 on 4 GPA. C'est fort, oui. 2.5 c'est second class lower. 2.5 Mhm. c'est second class lower. Normalement, dans la logique des choses, tu ne dois même pas passer. Passe pas. Mais il y a toujours, il y a des chanceux. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des universités qui sont différentes, il y a des programmes qui sont différents. Les programmes ingénieurs, parfois, c'est très strict. Mais si il y a des programmes que les gens ne postulent même pas. Il faut savoir qu'il y a des programmes que les gens ne postulent pas. Parce que Erasmus, c'est 150 programmes. Lui, il nous a présenté seulement un programme. Qui veut dire 150 programmes. Il y a peu de personnes qui connaissent tous les programmes qui sont dans les 150. Pour moi, la personne qui sait qu'elle a une mauvaise note, il postule max. Tu vois, oui, la loi de probabilité, si tu augmentes le sample size, tu reviens à côté du mean. Tu te rapproches à côté du mean. Donc, la loi de probabilité, quand tu sais que c'est pas bon, tu postules max. Worst case scénario, tu vas tomber à côté du mean. Tu ne vas pas rater tellement. oui, c'est ça que je voulais dire. Aussi, des fois, ils cherchent aussi des profils. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais le premier Sénégalais à faire Hamas. Le Malien, il Oui, était le premier Malien à faire Hamas. Aussi, ça fait partie comment dire, ça va faire partie de les statistiques. Ils vont les te dire, oui, statistiques. nous, on a eu un Malien dans notre Pour programme. Ils dire que vont te les dire, Sénégalais ne postulaient pas dans le programme, si tu vois. oui, Il y a je les pense que c'est ça. Marocains, il y a les Pourquoi? Parce que, Latinos qui postulent, mais les Sénégalais ne alors postulent pas. que les Tu Marocains, peux par être le exemple, premier Camerounais. oui, les deux qui, c'était les Et on te 19e prend. et les 20e. Oui, on te prend. Et Parce tu peux qu'on avoir dit Mhm. théorie, tu vas tu trouves balancer. que c'est un Camerounais, on va te prendre parce qu'on veut les Oui, Camerounais. Oui. Ouais. Parce qu'on veut aussi élargir notre camp. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai postulé, j'étais le seul Sénégalais et en contrario, c'était le 18e et le 19e Marocain à postuler. Alors que le Hamas a commencé en 2006. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça veut dire que oui, chaque année, ils envoyaient quelqu'un au minimum. Donc, bon, et aussi, il y avait des pays, bon, les pays, si je sors des pays, parce qu'à Hamas, il y a les Espagnols qui sont les plus nombreux, c'est normal, parce qu'il y a une université qui est chez eux. Donc, bon, ils étaient vers les 63 personnes. Quand ils sortent, tu vois les Mexicains, ils étaient 33 Mexicains. Ça veut dire qu'ils ont d'abord l'information, qu'ils font passer l'information entre eux. Donc, chacun postule. Donc, s'il y a 33 personnes qui ont été choisies, ça veut dire que, grosso modo, il y a 500 personnes qui ont dû postuler. C'est seulement comme ça. Donc, toi, tu postules, même si tu n'es pas appris, ils vont te dire oui, un Camerounais a postulé. Une autre personne, même si tu n'as pas appris, tu auras aidé l'autre personne qui aura postulé après toi. Donc, ça peut toujours servir à quelque chose. ok. D'accord. Et la Euh, traduction maintenant. oui, voilà, c'est ça. Perez, you translate for us. In English, of course. Okay, so for the challenge about grades and GPA, one there is noting the record style. It varies. If you have not yet had maybe a baccalaureate or you have not yet have your bachelor's and you are looking forward to a master's, this is the time to better your grades. But if you already have them, you should know that the programs vary. Some engineering programs are very strict on grades, but grades are necessarily not sufficient. Like Mamadou said, the person that was first in their class in their engineering course was not selected for the program. She applied and was not selected.
which implies that grade most times and is not really what is they're looking for. Sometimes also they want to do gender balance, regional balance, and country balance. They want to boost their statistics. You should know that there is your part and there is God's part. Your part is dropping your applications. God's part is doing permutation and combination and making it possible that maybe you are the first Togolese or Beninois to apply for a certain program and they just like you or they like your name. Those things happen. There is also the aspect of what do I want to say? There is also the aspect of sometimes 2 GPA is required for some programs. Like it's the minimum. Some programs will tell you a student should have at least second class lower. They're going to tell you. So you should know 150 programs. Some people do not know about the programs. Some people know about the programs. So if you know that you have poor grades, you should use the law of probability. It says that if you increase sample size, you draw closer to the real value. So if you have poor grades, apply for more. You apply for more, it increases the chances that at least they're going to see your name, and apply early. It might be foolish, but apply early. If you have poor grades, apply early. Sometimes these programs, they have selected their candidates. That means by the deadline that you are sending your document, it does not work always, but by the deadline you are sending your document, they might have already seen what is nice, and they will not even have time to look at your program, at all of your curriculum, or they'll just flash over. I will not see the aptitude that you have displayed in all of your application. So apply early, increase your chances by applying for many programs. Go through the Erasmus program, familiarize yourself with the programs, and look for interesting things that you can see what you have aptitude in. Yeah, that is it. Ok, thank you, Pires. So, donc, nous sommes presque à la fin, enfin, nous sommes déjà presque à la fin de notre échange. Donc, Mamadou, qu'est-ce que tu peux nous dire en résumé et qu'est-ce que tu peux dire à ces étudiants qui veulent postuler, qui ont suivi tous tes conseils et qui essayent vraiment de pouvoir essayer de trouver les opportunités? Quel est le conseil important que tu peux leur donner, surtout sur un point de vue psychologique aussi et mental? Pour toi, qu'est-ce qui est nécessaire? Peut-être pas forcément pour Erasmus, mais d'autres bourses. Qu'est-ce que tu peux leur dire dans leur processus? Bah, je vous dirais postuler quand même. C'est-à-dire que c'est comme quand tu cherches du boulot. Euh, Comme notre professeur nous disait, il ne faut pas toujours coller à l'emploi. Tu n'as pas, si tu vois quelque chose, tu dis, moi, je fais les matériaux, et tu vois, tu dis, ouais, ça parle de pont. Tu ne sais pas s'ils ont besoin de quelque chose dans ton domaine. Postule. Ça, ça peut marcher, comme on dit. Sur une erreur, ça peut fonctionner des fois. Mais quand même, il ne faut pas se fermer des portes. Parce que je vois que beaucoup d'étudiants, on se ferme des portes nous-mêmes. Des fois, il y a des choses qui sont là, mais tu dis non, tu as besoin. Parce que moi, quand j'ai postulé, je me souviens, quand j'avais postulé, j'avais dit ça à un ami que j'avais postulé. Il me dit, moi, j'entends toujours parler de Erasmus. J'ai jamais vu un Africain être pris. Donc, je pense que c'est une perte de temps. C'est ça qu'il m'a dit. Je lui ai dit, OK, moi, quand même, je préfère perdre mon temps comme ça. Donc, bon. Après, quand je lui ai dit, il m'a dit, tu sais, tu es le seul que je connais qui a fait ça. J'ai dit, oui, bon. J'ai postulé. Il me dit, oui, tu as raison. Je dis, oui, oui. Donc, n'hésitez pas à postuler. Vous n'avez rien à perdre. Ça ne va rien vous coûter. C'est-à-dire que ça va rien coûter. C'est pas vrai, c'est pas une perte de temps. C'est quelque chose que vous allez apprendre quand même. Si tu, par exemple, si tu postules à Amaz, même si tu n'es pas pris, tu sauras comment postuler quand même. Tu sauras le Oui. document qu'il te Et faut. après, Tu comment sauras postuler? oui. Aussi, tu sauras quel document tu auras besoin. Tu pourras créer même une base de données. Demain, si tu veux repostuler, tu as fait le gros du boulot. Tu auras juste qu'à modifier quelque chose. Tu sauras aussi comment faire un CV. Parce que tu vas apprendre. Parce que moi, avant, je n'ai jamais fait de CV dans ma vie. Mais quand il m'a dit que je vais postuler, je, je me suis mis. Maintenant, je sais me faire mon propre CV et je pense qu'il est bon. C'est quand même, c'est quelque chose que tu as appris sans vraiment te fatiguer. C'est quelque chose que tu as appris comme ça dans le tas. Tu vas apprendre des choses toi-même et c'est très cool. Voilà. C'est ce que je veux dire.
Eh bien, merci beaucoup, Amadou. Vraiment, nous sommes très, très reconnaissants, surtout que pour avoir accepté notre invitation. Et donc, est-ce que tu permets que les étudiants puissent te contacter souvent et sous quel canal, si tu as un email ou alors un point de contact pour qu'ils puissent te Bah, poser? il y a pas de problème. Bon, vous pouvez me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Ou bien, Perez peut vous donner, bon, Perez peut vous donner aussi mon numéro. Pour mon Instagram, c'est tu mets nd.mamadou. Tu Tu vas peux me envoyer trouver là. dans le truc, dans le Ah chat. oui, bon, je vais essayer de l'écrire ici. Euh, Oui, et ne vous en faites pas parce que ce meeting, il est enregistré, donc il va être posté sur notre page YouTube et X, anciennement Twitter pour ceux qui savent. Donc, vous pouvez le révisionner au fur et à mesure et prendre des notes pour ceux qui n'ont pas pu prendre des notes. Euh, Partagez également à vos amis, à vos connaissances, ou alors ceux qui sont même sceptiques de postuler et ceux qui ne croient pas au fait qu'il y a les Africains qui obtiennent souvent les bourses Erasmus. Vous voyez Mamadou, il a cru à ses rêves, il a cru à son potentiel, il a postulé, il a réussi. Et il fait partie des quelques personnes qui ont pu réussir cela. Donc, dites-vous que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, vraiment, ce meeting sera enregistré, il sera posté. On vous partagera les liens avec les références. Prenez le temps de révisionner. Et si vous avez des questions, contactez Mamadou par son Instagram. Il vient de saisir sur le chat, dans le chat. Et on va aussi également mettre ses coordonnées dans la description enfin, lors de la publication de cette vidéo. Donc, Pérez, tu vas peut-être clôturer et nous donner le prochain rendez-vous. Okay. So thank you so much, Mamadou. I mean, this is another reason to see that networking is never in vain. Like Mamadou is a very calm person. If you do not talk to him, you'll never know that he has the resources. So, like he said, he had la chance. There is chance that makes humans. By chance, I met Mamadou, and everybody needs to apply. That's what Mamadou says. Lastly, that you need to first of all apply, and you should not only apply because it has the name exactly. You should look at if it has some components of what you might be interested in. Apply, and if you apply, you lose nothing. At worst case, they are going to reject you, but if they reject you, at least you know how to apply. You know the documents that are required. You will not waste your data to come again and go through a 2-hour session with us. You will not. You have the aptitude to teach your younger ones and tell them that, okay, my time maybe was my grade. You can work on your grade. So there's always something that you are going to gain by applying. And do not limit yourself. Someone should limit you, not you. It should be like, try and try and try. If you want it, try. You can apply this year, does not go next year, remove all the catalog that you had made for this year and still apply. Erasmus does not have any limit for age. One thing I like Erasmus. I saw a program there, someone that had a PhD and went back to Erasmus program. It does not have any limit for age. So you should not give yourself reasons to doubt. And lastly, this video has been recorded. It will be on our YouTube page. It will be on X page, formerly Twitter. And I think you can go back to the video to get the parts that you did not get. Mamadou has also shared his Instagram link. And I think we'll share his contact in due time in the group for those who are interested, because Mamadou is a student. Please do not go to Mamadou with funny questions. I'm saying it openly. Do not go to him with funny questions. There's ChatGPT for the funny questions, and then you go to Mamadou to dot your I's. Because, as he said, someone just gave him the information. He tried on his own. So you should only go and like, I want to do this one and it's not going. Help me. Not, can you help me do my CV? It does not work that way. This is a learning process. He did not know how to do CVs. He has learned how to do CVs because he needed to apply. So it's your own turn to learn. If we help you, you learn nothing. So take it like a learning opportunity. And I think the next rendezvous might be next week. It's very possible it will be next week. We'll be discussing on the Turkish Boslari. We have one of the pioneers of the Turkish Boslari. He finished his master's in Turkey. He got a job. Normally, he went for biochemistry. Like Mamadou was saying,
he went in for biochemistry, for a master's in biochemistry, and then he woke up and said he started biochemistry. Now he's the country representative for I think a plastic producing company. He's directly into business actually. So that's how these things go. You go with one objective, and then you see the environment. You might find another objective, and you hop on. It's just life. I think we'll have to close at this point. Ndembo wants to ask a question. Someone's hand is. Oui, Dembo, ta main est levée. Est-ce que tu as la parole? Oui, Dembo. He's mute. Let me ask to mute. Yes, oui, tu peux parler. Or you can answer a question. Il a désactivé son champ. Il doit activer. Oui. Désactiver. Oui, c'est bon maintenant. Oui, Dembo, tu peux parler, on ne t'entend pas. On est déjà allé. Sandra doit aller tourner ses codes. Bon, ok. Donc, tu vas peut-être poser ta question dans le groupe WhatsApp et on va répondre plus tard. Donc, voilà, comme Pérez a dit, c'est la fin de la séance. Rendez-vous donc samedi ou dimanche prochain. On va communiquer durant la semaine notre prochain invité. Mamadou, nous te remercions infiniment encore et nous espérons que nous pourrons te voir dans une autre session, peut-être pour une autre bourse ou alors comment c'est pas. Tu vas peut-être nous raconter comment s'est passé ton, peut-être tes projets pour le PhD.